Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Serrer les rangs sans tourner le dos aux États-Unis. Les Européens ont affiché un front uni hier à l'issue du sommet de Londres. Ils renouvellent leur soutien à l'Ukraine et demandent à Washington de garantir la sécurité des troupes si les pays membres devaient en déployer au sol. Des soldats européens sur le théâtre d'opération. Ce sera pour la deuxième phase, dit Emmanuel Macron ce matin au Figaro. Le chef de l'État présente les grandes lignes du plan de paix franco-britannique, Alexis de la Fontaine. Oui, un mois de cessez-le-feu avec une trêve dans les airs, sur les mers et les infrastructures énergétiques. Voilà la solution proposée par Emmanuel Macron. Selon lui, c'est le meilleur moyen pour vérifier si l'accord sera réellement respecté par Vladimir Poutine et au passage tester la bonne foi du président russe. Surveiller la ligne de front au sol serait trop difficile, explique le chef de l'État, notamment à cause de sa superficie. Dans l'esprit d'Emmanuel Macron, pendant cette trêve, l'Ukraine et la Russie pourraient négocier un accord durable avec de sérieuses garanties. Les troupes françaises seraient alors possiblement déployées dans un second temps uniquement pour assurer la paix. En coulisses, l'Élysée redoute d'offrir un cessez-le-feu à Vladimir Poutine qui permettrait aux Russes de se réarmer pour attaquer à nouveau. On veut la paix mais pas à n'importe quel prix, assure Emmanuel Macron. Le président espère maintenant faire avancer les discussions entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky dans les prochains jours. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Les Européens donc tous unis ou presque derrière Volodymyr Zelensky, le président ukrainien prêt à signer l'accord sur les minerais avec les États-Unis. Pas suffisant manifestement pour apaiser la colère de Donald Trump. Il doit changer d'attitude ou partir. C'est ce que résumaient hier soir encore quelques-uns de ses conseillers. Alors, illustration maintenant des tensions entre la France et l'Algérie. L'épouse d'un ambassadeur algérien a été refoulée à l'aéroport de Roissy ce week-end. La riposte chère au ministre de l'Intérieur vise les dignitaires ou leur entourage. Tout Algérien qui présente un passeport diplomatique doit fournir automatiquement un ordre de mission en annexe, dit Bruno Retailleau. Résultat, hier soir, l'épouse de l'ambassadeur d'Algérie au Mali s'est vue refuser l'entrée sur le territoire français. Sur cette question de la crise et des moyens de la résoudre, il y a une différence d'approche entre l'Élysée et le gouvernement, Alexandre Chauveau. Macron désavoue Retailleau, voilà le titre du quotidien algérien El Watan hier, après les propos du chef de l'État au Portugal. Mais la place Beauvau affirme avoir bel et bien reçu le soutien de l'Élysée pour poursuivre les éloignements d'Algériens indésirables. Le ministère de l'Intérieur concède néanmoins un désaccord avec l'exécutif sur la manière d'y parvenir, car si Bruno Retailleau s'en tient aux déclarations de François Bayrou et se dit prêt à dénoncer les accords de 1968, Emmanuel Macron, lui, n'en fait pas l'alpha et l'oméga des mesures de rétorsion. Le président se montre plus prudent et privilégie la renégociation d'autres accords, d'où ce sentiment de flottement au sein du gouvernement. Plusieurs conseillers estiment malgré tout que la prise de position de François Bayrou la semaine dernière était suffisamment engageante pour que le Premier ministre ne se délise pas dans 6 semaines si Alger ne coopérait pas. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Il est 7h03, c'est le grand dossier d'Europe 1 matin ce lundi. Veut-on chasser les pauvres des métropoles? Les zones à faible émission, les ZFE, se multiplient dans les grandes villes et menacent d'exclure les plus modestes. L'acronyme ZFE a d'ailleurs été détourné. Zone à forte exclusion. On résume, les voitures critère 3 seront bientôt bannies des grandes villes, bientôt et pas forcément puisque leurs propriétaires ont droit à un sursis. La fronde des maires dont les communes ceinturent les métropoles a payé. Pas de mobilisation à Montpellier par exemple. Le réel est venu frapper à la porte. La ZFE c'est fini. Enfin jusqu'en 2027 au moins. Reportage Charles L'Huillier. Ici, les Renault Zoé peuvent encore croiser des Citroën C4 d'un autre âge. Comme celle de Joël, 75 ans, il peut rouler sans restriction. J'y suis très attaché, c'est un diesel de 2009. Critère 3, j'aurais pas pu rouler. Et oui, car si la ZFE n'avait pas été suspendue ici, il aurait dû la vendre. J'ai une très petite retraite, 1 000 € par mois. Si je la vends, j'en achète une aux commandes. Séparation qui aurait été dramatique, car il habite au fin fond de l'agglomération. Quand je vais à la haut aux hôpitaux, il me faut 2 heures de tramway. Pour moi, la voiture, elle est indispensable. Si Joël peut garder cette autonomie, c'est grâce à Laurent Jaoul, le monsieur anti-ZFE de l'agglomération. Il faut s'occuper de la qualité de l'air, mais c'est pas celui qui va se déplacer avec sa petite Twingo de 95 qui va changer grand-chose. On est en pleine écologie punitive. Grâce à ces arguments, ce maire de l'une des plus petites communes de l'agglo a fait rétropédaler toute la métropole. Quand le président de la métropole de Montpellier a proposé cette ZFE, je suis allé rencontrer les collègues maires. Nous avons fini par être 23 maires. On est passé en force pour faire tomber la ZFE. Donc c'est
une victoire politique. Un succès local pour l'instant, mais Laurent Jaoul a déjà pris contact avec plusieurs députés à Paris pour avoir la peau des ZFE partout en France. Montpellier, Charles L'Huillier, Europe 1. Les ZFE en métropole, à Paris et en région parisienne, on y ajoute le covoiturage, voie de gauche réservée sur le périphérique depuis 7h ce matin. Mesure en place également sur les autoroutes A1 et A13 près de la capitale. Phase de test de 2 mois. Attention, à partir du 1er mai, ce sera 135 € d'amende pour les récalcitrants. Tous les détails sur le site europe1.fr. Oui, covoiturage, ça veut dire au moins 2 dans la voiture. Absolument. Le peut être un covoiturage avec vos enfants ou votre épouse. Soyons précis. Et on reparlera d'ailleurs des ZFE. Dans un instant, sur Europe 1, avec Alexandre Jardin, il sera notre invité à 7h10. Le phénomène à présent inquiète les policiers. Les règlements de compte entre narcotrafiquants viennent de franchir une nouvelle étape dans l'horreur, la mutilation. Et c'est une information Europe 1. La jambisation, c'est le terme barbare pour désigner une méthode qui ne l'est pas moins. Tirer à balles réelles dans les jambes ou le genou d'un concurrent, phénomène en forte hausse, assure les policiers. Jean-Baptiste Marty. À l'aide d'armes tranchantes comme un couteau ou un cutter, mais aussi d'armes de poing ou parfois même de kalachnikov, les agresseurs repèrent leur cible et attaquent les jambes. Ce phénomène de jambisation se répand de plus en plus dans la petite délinquance sur fond de guerre entre bandes rivales. Reda Bellage, policier du syndicat Unité. C'est le début avant l'entrée dans la cour des grands en termes de bande organisée. On a l'impression que c'est plus un avertissement entre points stup. Quand vous voulez récupérer un point stup, on n'est pas forcément dans les vrais professionnels. L'objectif est de blesser mais de ne pas tuer la victime. Une stratégie d'ordre judiciaire en cas d'interpellation. Écoutez Reda Bellage. Vous risquez pas la même chose quand c'est qualifié en tentative d'homicide et en meurtre. C'est complètement différent au niveau de la peine de prison. Donc les individus prennent moins de risques. Aujourd'hui, ce phénomène touche plus de la moitié des départements en France. En tête, l'Île-de-France et les Bouches-du-Rhône. Avec 32 victimes de jambisation en 2024, Marseille domine le classement. Des actes d'intimidation qui ne s'arrêtent pas là puisqu'ils sont parfois accompagnés d'enlèvements et de séquestration. Là encore, sur fond de guerre de territoire et de trafic de drogue. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Et puis c'est un trésor méconnu des Parisiens. La chapelle de la Sorbonne s'apprête à renaître. Un chef-d'œuvre du XVIIe siècle, la chapelle avait été très endommagée par la tempête de 1999 et fermée au public depuis. 26 ans plus tard, les travaux ont enfin commencé. Reportage Antoine Bienvaux. Cela fait 25 ans que seuls quelques rares privilégiés ont pu y accéder. Pourtant, sous ces voûtes millénaires abîmées par le temps, la chapelle de la Sorbonne abrite l'un des plus beaux trésors de Paris. On peut y trouver le tombeau du cardinal de Richelieu. Quand on arrive vers l'autel, on est face à ce tombeau et on voit l'arrière du tombeau. Chargée des projets culturels de la Sorbonne, Marie Mendes a la chance de pouvoir pénétrer régulièrement dans l'édifice et de suivre sa renaissance. La prochaine étape, c'est la restauration des médaillons peints par Philippe de Champaigne. Il y a aussi un travail de nettoyage de la structure. Le plafond des chapelles notamment est quand même sale. Une restauration impérieuse tant les richesses abritées par la chapelle sont nombreuses. C'est en tout cas la vision de Mathilde Auger, directrice en France du World Monument Fund, une organisation américaine de préservation du patrimoine qui contribue au projet. Il y a une crypte consacrée aux résistants universitaires et étudiants de la Seconde Guerre mondiale. C'est quelque chose qui est très intéressant dans la chapelle de la Sorbonne, c'est qu'elle abrite plusieurs mémoires. Des mémoires qui, après avoir été guettés par l'oubli pendant 25 ans, s'apprêtent désormais à renaître dans la chapelle de la Sorbonne. Reportage Antoine Bienvaux. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.